Chapitre 49. Fatalité. Cependant Milady, ivre de colère, rugissant sur le pont du bâtiment comme une lionne qu'on embarque, avait été tentée de se jeter à la mer pour regagner la côte, car elle ne pouvait se faire à l'idée qu'elle avait été insultée par d'Artagnan, menacée par Athos, et qu'elle quittait la France sans se venger d'eux. Bientôt cette idée était devenue pour elle tellement insupportable qu'au risque de ce qui pouvait en arriver de terrible pour elle-même, elle avait supplié le capitaine de la jeter sur la côte. Mais le capitaine, pressé d'échapper à sa fausse position, placé entre les croiseurs français et anglais comme la chauve-souris entre les rats et les oiseaux, avait grande hâte de regagner l'Angleterre et refusa obstinément d'obéir à ce qu'il prenait pour un caprice de femme, promettant à sa passagère, qui au reste lui était particulièrement recommandée par le cardinal, de la jeter, si la mer et les Français le permettaient, dans un des ports de la Bretagne, soit à Lorient, soit à Brest. Mais en attendant, le vent était contraire, la mer mauvaise, on louvoyait et l'on courait déborder. 9 jours après la sortie de la Charente, Milady, toute pâle de ses chagrins et de sa rage, voyait apparaître seulement les côtes bleuâtres du Finistère. Elle calcula que pour traverser ce coin de la France et revenir près du cardinal, il lui fallait au moins 3 jours. Ajoutez 1 jour pour le débarquement, et cela fait 4. Ajoutez ces 4 jours aux 9 autres, c'était 13 jours de perdus. 13 jours pendant lesquels tant d'événements importants se pouvaient passer à Londres. Elle songea que, sans aucun doute, le cardinal serait furieux de son retour, et que par conséquent il serait plus disposé à écouter les plaintes qu'on porterait contre elle que les accusations qu'elle porterait contre les autres. Elle laissa donc passer Lorient et Brest, sans insister près du capitaine qui, de son côté, se garda bien de lui donner l'éveil. Milady continua donc sa route, et le jour même où Planchet s'embarquait de Portsmouth pour la France, la messagère de son éminence entrait triomphante dans le port. Toute la ville était agitée d'un mouvement extraordinaire. 4 grands vaisseaux récemment achevés venaient d'être lancés à la mer. Debout sur la jetée, chamarrés d'or, éblouissant, selon son habitude de diamants et de pierreries, le feutre orné d'une plume blanche qui retombait sur son épaule, on voyait Buckingham entouré d'un état-major presque aussi brillant que lui. C'était une de ces belles et rares journées d'hiver où l'Angleterre se souvient qu'il y a un soleil. L'astre pâli, mais cependant splendide encore, se couchait à l'horizon, empourprant à la fois le ciel et la mer de bandes de feu et jetant sur les tours et les vieilles maisons de la ville comme le reflet d'un incendie. Milady, en respirant cet air de la mer plus vif et plus balsamique qu'à l'approche de la terre, en contemplant toute la puissance de ces préparatifs qu'elle était chargée de détruire, toute la puissance de cette armée qu'elle devait combattre à elle seule, à elle femme, avec quelques sacs d'or, se compara mentalement à Judith, la terrible Judith, lorsqu'elle pénétra dans le camp des Assyriens et qu'elle vit la masse énorme de chars, de chevaux, d'hommes et d'armes, qu'un geste de sa main devait dissiper comme un nuage de fumée. On entra dans la rade, mais comme on s'apprêtait à y jeter l'ancre, un petit cutter formidablement armé s'approcha du bâtiment marchand, se donnant comme garde-côte, et fit mettre à la mer son canot qui se dirigea vers l'échelle. Ce canot renfermait un officier, un contremaître et 8 rameurs. L'officier seul monta à bord, où il fut reçu avec toute la déférence qu'inspire l'uniforme. L'officier s'entretint quelques instants avec le patron, lui fit lire quelques papiers dont il était porteur, et sur l'ordre du capitaine marchand, tout l'équipage du bâtiment, matelots et passagers, fut appelé sur le pont. Lorsque cette espèce d'appel fut fait, l'officier s'enquit tout haut du point de départ du brick, de sa route, de ses atterrissements, et à toutes les questions le capitaine satisfit, sans hésitation et sans difficulté. Alors l'officier commença
de passer la revue de toutes les personnes les unes après les autres, et s'arrêtant à Milady, la considéra avec un grand soin, mais sans lui adresser une seule parole. Puis il revint au capitaine, lui dit encore quelques mots, et comme si c'eût été à lui désormais que le bâtiment dut obéir, il commanda une manœuvre que l'équipage exécuta aussitôt. Alors le bâtiment se remit en route, toujours escorté du petit cutter, qui voguait bord à bord avec lui, menaçant son flanc de la bouche de ses 6 canons, tandis que la barque suivait dans le sillage du navire, faible point près de l'énorme masse. Pendant l'examen que l'officier avait fait de Milady, Milady, comme on le pense bien, l'avait de son côté dévoré du regard. Mais quelque habitude que cette femme aux yeux de flamme eut de lire dans le cœur de ceux dont elle avait besoin de deviner les secrets, elle trouva cette fois un visage d'une impassibilité telle qu'aucune découverte ne suivit son investigation. L'officier qui s'était arrêté devant elle et qui l'avait silencieusement étudié avec tant de soin pouvait être âgé de 25 à 26 ans. Était blanc de visage avec des yeux bleus clairs un peu enfoncés. Sa bouche, fine et bien dessinée, demeurait immobile dans ses lignes correctes. Son menton vigoureusement accusé dénotait cette force de volonté qui, dans le type vulgaire britannique, n'est ordinairement que de l'entêtement. Un front un peu fuyant, comme il convient aux poètes, aux enthousiastes et aux soldats, était à peine ombragé d'une chevelure courte et clairsemée, qui, comme la barbe qui couvrait le bas de son visage, était d'une belle couleur châtain foncé. Lorsqu'on entra dans le port, il faisait déjà nuit. La brume épaississait encore l'obscurité et formait autour des fanaux et des lanternes des jetées un cercle pareil à celui qui entoure la lune, quand le temps menace de devenir pluvieux. L'air qu'on respirait était triste, humide et froid. Milady, cette femme si forte, se sentait frissonner malgré elle. L'officier se fit indiquer les paquets de Milady, fit porter son bagage dans le canot, et lorsque cette opération fut faite, il l'invita à y descendre elle-même, en lui présentant sa main. Milady regarda cet homme et hésita. « Qui êtes-vous, monsieur ?» lui demanda-t-elle, « qui avez la bonté de vous occuper si particulièrement de moi ?» « Vous devez le voir, madame, à mon uniforme, je suis officier de la marine anglaise, » répondit le jeune homme. « Mais enfin, est-ce l'habitude que les officiers de la marine anglaise se mettent aux ordres de leurs compatriotes lorsqu'elles abordent dans un port de la Grande-Bretagne et poussent la galanterie jusqu'à les conduire à terre ?»« Oui, milady, c'est l'habitude. Non point par galanterie, mais par prudence. Qu'en temps de guerre, les étrangers soient conduits à une hôtellerie désignée, afin que jusqu'à parfaite information sur eux, ils restent sous la surveillance du gouvernement. » Ces mots furent prononcés avec la politesse la plus exacte et le calme le plus parfait. Cependant, ils n'eurent point le don de convaincre Milady. « Mais je ne suis pas étrangère, monsieur, » dit-elle avec l'accent le plus pur qui ait jamais retenti de Portsmouth à Manchester. « J'ai madame Lady Clarick, et cette mesure est générale, Milady, et vous tenteriez inutilement de vous y soustraire. »« Je vous suivrai donc, monsieur. » En acceptant la main de l'officier, elle commença de descendre l'échelle au bas de laquelle l'attendait le canot. L'officier la suivit. Un grand manteau était étendu à la poupe. L'officier la fit asseoir sur le manteau et s'assit près d'elle. « Nagez !» dit-il au matelot. Les 8 rames retombèrent dans la mer, ne formant qu'un seul bruit, ne frappant qu'un seul coup, et le canot sembla voler sur la surface de l'eau. Au bout de 5 minutes, on touchait à terre. L'officier sauta sur le quai et offrit la main à Milady. Une voiture attendait. « Cette voiture est-elle pour nous ?» demanda Milady. « Oui, madame, » répondit l'officier. « L'hôtellerie est donc bien loin, à l'autre bout de la ville. »« Allons !» dit Milady, et elle monta résolument dans la voiture.
L'officier veilla à ce que les paquets fussent soigneusement attachés derrière la caisse et, cette opération terminée, prit sa place près de Milady et ferma la porte. Aussitôt, sans qu'aucun ordre fût donné et sans qu'on eût besoin de lui indiquer sa destination, le cocher partit au galop et s'enfonça dans les rues de la ville. Une réception si étrange devait être pour Milady une ample matière à réflexion. Aussi, voyant que le jeune officier ne paraissait nullement disposé à lier conversation, elle s'accouda dans un angle de la voiture et passa les unes après les autres en revue toutes les suppositions qui se présentaient à son esprit. Cependant, au bout d'un quart d'heure, étonnée de la longueur du chemin, elle se pencha vers la portière pour voir où on la conduisait. On n'apercevait plus de maisons. Des arbres apparaissaient dans les ténèbres comme de grands fantômes noirs, courant les uns après les autres. Milady frissonna. « Mais nous ne sommes plus dans la ville, monsieur ?» dit-elle. Le jeune officier garda le silence. « Je n'irai pas plus loin, si vous ne me dites pas où vous me conduisez. Je vous en préviens, monsieur. » Cette menace n'obtint aucune réponse. « Oh, c'est trop fort !» s'écria Milady. « Au secours ! Au secours !» Pas une voix ne répondit à la sienne. La voiture continua de rouler avec rapidité. L'officier semblait une statue. Milady regarda l'officier avec une de ces expressions terribles, particulières à son visage, et qui manquaient si rarement leur effet. La colère faisait étinceler ses yeux dans l'ombre. Le jeune homme resta impassible. Milady voulut ouvrir la portière et se précipiter. « Prenez garde, madame, » dit froidement le jeune homme. « Vous vous tuerez en sautant. » Milady se rassit écumante. L'officier se pencha, la regarda à son tour et parut surpris de voir cette figure, si belle naguère, bouleversée par la rage et devenue presque hideuse. L'astucieuse créature comprit qu'elle se perdait en laissant voir ainsi dans son âme. Elle rasséréna ses traits et d'une voix gémissante. « Au nom du ciel, monsieur, dites-moi si c'est à vous, si c'est à votre gouvernement, si c'est à un ennemi, que je dois attribuer la violence que l'on me fait. » « On ne vous fait aucune violence, madame. Et ce qui vous arrive est le résultat d'une mesure toute simple, que nous sommes forcés de prendre avec tous ceux qui débarquent en Angleterre. »« Alors, vous ne me connaissez pas, monsieur ? » ?»« C'est la première fois que j'ai l'honneur de vous voir. »« Et, sur l'honneur, vous n'avez aucun sujet de haine contre moi. »« Aucun, je vous le jure. » Il y avait tant de sérénité, de sang-froid, de douceur même dans la voix du jeune homme que Milady fut rassurée. Enfin, après 1 heure de marche à peu près, la voiture s'arrêta devant une grille de fer qui fermait un chemin creux conduisant à un château sévère de forme, massif et isolé. Alors, comme les roues tournaient sur un sable fin, Milady entendit un vaste mugissement qu'elle reconnut pour le bruit de la mer qui vient se briser sur une côte escarpée. La voiture passa sous 2 voûtes et enfin s'arrêta dans une cour sombre et carrée. Presque aussitôt la portière de la voiture s'ouvrit. Le jeune homme sauta légèrement à terre et présenta sa main à Milady qui s'appuya dessus et descendit à son tour avec assez de calme. « Toujours est-il, » dit Milady en regardant autour d'elle et en ramenant ses yeux sur le jeune officier avec le plus gracieux sourire, « que je suis prisonnière. Mais ce ne sera pas pour longtemps, j'en suis sûre. » ajouta-t-elle. « Ma conscience et votre politesse, monsieur, m'en sont garants. » Si flatteur que fut le compliment, l'officier ne répondit rien. Mais tirant de sa ceinture un petit sifflet d'argent pareil à celui dont se servent les contremaîtres sur les bâtiments de guerre, il siffla 3 fois, sur 3 modulations différentes. Alors plusieurs hommes parurent, dételèrent les chevaux fumants et emmenèrent la voiture sous une remise. Alors l'officier, toujours avec la même politesse, calme, invita sa prisonnière à entrer dans la maison. Celle-ci, toujours avec un même visage souriant, lui prit le bras et entra avec lui sous une porte basse et cintrée, qui par une voûte éclairée seulement au fond, conduisait à un escalier de pierre, tournant autour d'une arête de pierre. Puis on s'arrêta devant une porte massive, qui après l'introduction dans la serrure d'une clé que le jeune homme portait sur lui,
roula lourdement sur ses gonds et donna ouverture à la chambre destinée à Milady. D'un seul regard, la prisonnière eut embrassé l'appartement dans ses moindres détails. C'était une chambre dont l'ameublement était à la fois bien propre pour une prison et bien propre pour une habitation d'homme libre. Cependant, des barreaux aux fenêtres et des verrous extérieurs à la porte décidaient le procès en faveur de la prison. Un instant, toute la force d'âme de cette créature, trempée cependant aux sources les plus vigoureuses, l'abandonna. Elle tomba sur un fauteuil, croisant les bras, baissant la tête et s'attendant à chaque instant à voir entrer un juge pour l'interroger. Mais personne n'entra, que 2 ou 3 soldats de marine qui apportèrent les malles et les caisses, les déposèrent dans un coin et se retirèrent sans rien dire. L'officier présidait à tous les détails avec le même calme que Milady lui avait constamment vu, ne prononçant pas une parole lui-même et se faisant obéir d'un geste de sa main ou d'un coup de son sifflet. On eût dit qu'entre cet homme et ses inférieurs, la langue parlée n'existait pas ou était devenue inutile. Enfin, Milady n'y put tenir plus longtemps, elle rompit le silence. « Au nom du ciel, monsieur !» s'écria-t-elle. « Que veut dire tout ce qui se passe? Fixez mes irrésolutions. J'ai du courage pour tout danger que je prévois, pour tout malheur que je comprends. Où suis-je? Et que suis-je ici? Suis-je libre? Pourquoi ces barreaux et ces portes? Suis-je prisonnière? Quel crime ai-je commis? Vous êtes ici dans l'appartement qui vous est destiné, madame. J'ai reçu l'ordre d'aller vous prendre en mer et de vous conduire en ce château. Cet ordre, je l'ai accompli, je crois, avec toute la rigidité d'un soldat, mais aussi avec toute la courtoisie d'un gentilhomme. Là se termine, du moins jusqu'à présent, la charge que j'avais à remplir près de vous. Le reste regarde une autre personne. « Et cette autre personne, quelle est-elle » demanda Milady. « Ne pouvez-vous me dire son nom ?» En ce moment, on entendit par les escaliers un grand bruit d'éperons. Quelques voix passèrent et s'éteignirent, et le bruit d'un pas isolé se rapprocha de la porte. « Cette personne la voici, madame, » dit l'officier en démasquant le passage et en se rangeant dans l'attitude du respect et de la soumission. En même temps, la porte s'ouvrit. Un homme parut sur le seuil de la porte. Il était sans chapeau, portait l'épée au côté et froissait un mouchoir entre ses doigts. Milady crut reconnaître cette ombre dans l'ombre. Elle s'appuya d'une main sur le bras de son fauteuil et avança la tête comme pour aller au-devant d'une certitude. Alors l'étranger s'avança lentement. Et à mesure qu'il s'avançait en entrant dans le cercle de lumière projeté par la lampe, Milady se reculait involontairement. Puis, lorsqu'elle n'eut plus aucun doute, « Et quoi, mon frère ?» s'écria-t-elle au comble de la stupeur. « C'est vous ?»« Oui, belle dame, » répondit Lord de Winter en faisant un salut moitié courtois, moitié ironique. « Moi-même. »« Mais alors ce château ?»« Est à moi. »« Cette chambre ?»« C'est la vôtre. »« Je suis donc votre prisonnière ?»« À peu près. »« Mais c'est un abus affreux de la force !»« Pas de grands mots. Asseyons-nous et causons tranquillement, comme il convient de faire entre un frère et une sœur. » Puis, se retournant vers la porte, et voyant que le jeune officier attendait ses derniers ordres, « C'est bien, dit-il. Je vous remercie. Maintenant, laissez-nous, monsieur Felton. » Chapitre 50. Causerie d'un frère avec une sœur. Pendant le temps que Lord de Winter mit à fermer la porte, à pousser un volet et à approcher un siège du fauteuil de sa belle-sœur, Milady, rêveuse, plongea son regard dans les profondeurs de la possibilité et découvrit toute la trame qu'elle n'avait pas même pu entrevoir tant qu'elle ignorait en quelles mains elle était tombée. Elle connaissait son beau-frère pour un bon gentilhomme, franc chasseur, joueur intrépide, entreprenant près des femmes, mais d'une force au-dessous de la moyenne en intrigue.
comment avait-il pu découvrir son arrivée, la faire saisir? Pourquoi la retenait-il? Athos lui avait bien dit quelques mots qui prouvaient que la conversation qu'elle avait eue avec le cardinal était tombée dans des oreilles étrangères, mais elle ne pouvait admettre qu'il eût pu creuser une contremine si prompte et si hardie. Elle craignit bien plutôt que ses précédentes opérations en Angleterre n'eussent été découvertes. Buckingham pouvait avoir deviné que c'était elle qui avait coupé les deux ferrets et se venger de cette petite trahison. Mais Buckingham était incapable de se porter à aucun excès contre une femme, surtout si cette femme était censée avoir agi par un sentiment de jalousie. Cette supposition lui parut la plus vraisemblable. Il lui sembla qu'on voulait se venger du passé et non aller au-devant de l'avenir. Toutefois, et en tout cas, elle s'applaudit d'être tombée entre les mains de son beau-frère, dont elle comptait avoir bon marché plutôt qu'entre celles d'un ennemi direct et intelligent. « Oui, causons, mon frère, » dit-elle avec une espèce d'enjouement, décidée qu'elle était à tirer de la conversation, malgré toute la dissimulation que pourrait y apporter Lord de Winter, les éclaircissements dont elle avait besoin pour régler sa conduite à venir. « Vous vous êtes donc décidé à revenir en Angleterre, » dit Lord de Winter, « malgré la résolution que vous m'aviez si souvent manifestée à Paris de ne jamais remettre les pieds sur le territoire de la Grande-Bretagne. » Milady répondit à une question par une autre question. « Avant tout, dit-elle, apprenez-moi donc comment vous m'avez fait guetter assez sévèrement pour être d'avance prévenu, non seulement de mon arrivée, mais encore du jour, de l'heure et du port où j'arriverai. » Lord de Winter adopta la même tactique que Milady, pensant que, puisque sa belle-sœur l'employait, ce devait être la bonne. « Mais dites-moi vous-même, ma chère sœur, reprit-il, ce que vous venez faire en Angleterre. »« Mais je viens vous voir, reprit Milady, sans savoir combien elle aggravait par cette réponse les soupçons qu'avait fait naître dans l'esprit de son beau-frère la lettre de d'Artagnan, et voulant seulement captiver la bienveillance de son auditeur par un mensonge. « Ah, me voir, dit sournoisement de Winter. « Sans doute vous voir. Qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Et vous n'avez pas, en venant en Angleterre, d'autre but que de me voir? Non. Ainsi, c'est pour moi seul que vous vous êtes donné la peine de traverser la Manche. Pour vous seul. Peste! Quelle tendresse, ma sœur! Mais ne suis-je pas votre plus proche parente? Demanda Milady du ton de la plus touchante naïveté. Et même ma seule héritière, n'est-ce pas? Dit à son tour Lord de Winter en fixant ses yeux sur ceux de Milady. Quelque puissance qu'elle eût sur elle-même, Milady ne put s'empêcher de tressaillir, et comme en prononçant les dernières paroles qu'il avait dites, Lord de Winter avait posé la main sur le bras de sa sœur, ce tressaillement ne lui échappa point. En effet, le coup était direct et profond. La première idée qui vint à l'esprit de Milady fut qu'elle avait été trahie par Ketty, et que celle-ci avait raconté au baron cette aversion intéressée dont elle avait imprudemment laissé échapper des marques devant sa suivante. Elle se rappela aussi la sortie furieuse et imprudente qu'elle avait faite contre d'Artagnan lorsqu'il avait sauvé la vie de son beau-frère. « Je ne comprends pas, milord, dit-elle pour gagner du temps et faire parler son adversaire. Que voulez-vous dire? Y a-t-il quelque sens inconnu caché sous vos paroles? Oh, mon Dieu, non, dit Lord de Winter avec une apparente bonhomie. Vous avez le désir de me voir, et vous venez en Angleterre. J'apprends ce désir, ou plutôt je me doute que vous l'éprouvez, et afin de vous épargner tous les ennuis d'une arrivée nocturne dans un port, toutes les fatigues d'un débarquement, j'envoie un de mes officiers au-devant de vous. Je mets une voiture à ses ordres, et vous amène ici dans ce château, dont je suis gouverneur, où je viens tous les jours, et où pour que notre double désir de nous voir soit satisfait, je vous fais préparer une chambre. Qu'y a-t-il dans tout ce que je dis là de plus étonnant que dans ce que vous m'avez dit?
Non, ce que je trouve d'étonnant, c'est que vous ayez été prévenu de mon arrivée. C'est cependant la chose la plus simple, ma chère sœur. N'avez-vous pas vu que le capitaine de votre petit bâtiment avait, en entrant dans la rade, envoyé en avant, et afin d'obtenir son entrée dans le port, un petit canot porteur de son livre de loch et de son registre d'équipage? Je suis commandant du port, on m'a apporté ce livre, j'y ai reconnu votre nom. Mon cœur m'a dit ce que vient de me confirmer votre bouche. C'est-à-dire dans quel but vous vous exposiez au danger d'une mer si périlleuse, ou tout au moins si fatigante en ce moment, et j'ai envoyé mon cutter au-devant de vous. Vous savez le reste. Milady comprit que Lord de Winter mentait, et n'en fut que plus effrayée. « Mon frère, continua-t-elle, n'est-ce pas Milord Buckingham que je vis sur la jetée le soir en arrivant ?»« Lui-même. »« Ah, je comprends que ça veut vous effrapper, » reprit Lord de Winter. « Vous venez d'un pays où l'on doit beaucoup s'occuper de lui. Et je sais que ces armements contre la France préoccupent fort votre ami le cardinal. »« Mon ami le cardinal !» s'écria Milady, voyant que sur ce point comme sur l'autre, Lord de Winter paraissait instruit de tout. « N'est-il donc point votre ami ?» reprit négligemment le baron. « Ah, pardon, je le croyais. Mais nous reviendrons à Milord Duc plus tard. Ne nous écartons point du tour tout sentimental que la conversation avait prise. Vous veniez, disiez-vous, pour me voir? »« Oui. »« Eh bien, je vous ai répondu que vous seriez servi à souhait et que nous nous verrions tous les jours. »« Dois-je donc demeurer éternellement ici ?» demanda Milady avec un certain effroi. « Vous trouveriez-vous mal logée, ma sœur? Demandez ce qui vous manque, et je m'empresserai de vous le faire donner. »« Mais je n'ai ni mes femmes, ni mes gens. »« Vous aurez tout cela, madame. Dites-moi sur quel pied votre premier mari avait monté votre maison. Quoique je ne sois que votre beau-frère, je vous la monterai sur un pareil pied. »« Mon premier mari !» s'écria Milady en regardant Lord de Winter avec des yeux effarés. « Oui, votre mari français. Je ne parle pas de mon frère. Au reste, si vous l'avez oublié, comme il vit encore, je pourrais lui écrire et il me ferait passer des renseignements à ce sujet. » Une sueur froide passa sur le front de Milady. « Vous raillez, » dit-elle d'une voix sourde. « En ai-je l'air » demanda le baron en se relevant et en faisant un pas en arrière. « Ou plutôt, vous m'insultez » continua-t-elle en pressant de ses mains crispées les deux bras du fauteuil et en se soulevant sur ses poignets. « Vous insultez moi » dit Lord de Winter avec mépris. « En vérité, madame, croyez-vous que ce soit possible ?»« En vérité, monsieur, » dit Milady, « vous êtes ivre ou insensé. Sortez et envoyez-moi une femme. »« Des femmes sont bien indiscrètes, ma sœur. Ne pourrais-je pas vous servir de suivante? De cette façon, nos secrets resteraient en famille. »« Insolent !» s'écria Milady. Et comme mue par un ressort, elle bondit sur le baron, qui l'attendait les bras croisés, mais une main cependant sur la garde de son épée. « Hé hé !» dit-il, « je sais que vous avez l'habitude d'assassiner les gens, mais je me défendrai, moi. Je vous en préviens, fût-ce contre vous. »« Ah, vous avez raison, » dit Milady, « et vous me faites l'effet d'être assez tâche pour porter la main sur une femme. »« Peut-être que oui. D'ailleurs, j'aurai mon excuse, ma main ne serait pas la première main d'homme qui se serait posée sur vous, j'imagine. » Et le baron indiqua d'un geste lent et accusateur l'épaule gauche de Milady, qu'il toucha presque du doigt.
Milady poussa un rugissement sourd, se recula jusque dans l'angle de la chambre, comme une panthère qui veut s'acculer pour s'élancer. « Oh, rugissez tant que vous voulez !» s'écria Lord de Winter. « Mais n'essayez pas de mordre, car je vous en préviens, la chose tournerait à votre préjudice. Il n'y a pas ici de procureur qui règle d'avance les successions. Il n'y a pas de chevalier errant qui vienne me chercher querelle pour la belle dame que je retiens prisonnière. Mais je tiens tout près des juges qui disposeront d'une femme assez éhontée pour venir se glisser, bigame, dans le lit de Lord de Winter, mon frère aîné. Et ces juges, je vous en préviens, vous enverront à un bourreau qui vous fera les 2 épaules pareilles. » Les yeux de Milady lançaient de tels éclairs que, quoiqu'il fût homme et armé devant une femme désarmée, il sentit le froid de la peur se glisser jusqu'au fond de son âme. Il n'en continua pas moins, mais avec une fureur croissante. « Oui, je comprends. Après avoir hérité de mon frère, il vous eût été doux d'hériter de moi. Mais sachez-le d'avance, vous pouvez me tuer ou me faire tuer. Mes précautions sont prises. Pas un penny de ce que je possède ne passera dans vos mains. N'êtes-vous pas déjà assez riche, vous qui possédez près d'1 million, et ne pouviez-vous vous arrêter dans cette route fatale si vous ne faisiez le mal que pour la jouissance infinie et suprême de le faire? Oh, tenez, je vous le dis, si la mémoire de mon frère ne m'était sacrée, vous iriez pourrir dans un cachot d'État, ou rassasier à Tyburn la curiosité des matelots. Je me tairai, mais vous, supportez tranquillement votre captivité. Dans 15 ou 20 jours, je pars pour La Rochelle avec l'armée. Mais la veille de mon départ, un vaisseau viendra vous prendre, que je verrai partir, et qui vous conduira dans nos colonies du Sud. Et soyez tranquille, je vous adjoindrai un compagnon qui vous brûlera la cervelle à la première tentative que vous risquerez pour revenir, ou en Angleterre, ou sur le continent. » Milady écoutait avec une attention qui dilatait ses yeux enflammés. « Oui, à cette heure, » continua Lord de Winter, « vous demeurerez dans ce château. Les murailles en sont épaisses, les portes en sont fortes, les barreaux en sont solides. D'ailleurs, votre fenêtre donne un pic sur la mer. Les hommes de mon équipage, qui me sont dévoués à la vie et à la mort, montent la garde autour de cet appartement et surveillent tous les passages qui conduisent à la cour. Puis, après la cour, il vous restera encore 3 grilles à traverser. La consigne est précise. Un pas, un geste, un mot qui simule une évasion et l'on fait feu sur vous. Si l'on vous tue, la justice anglaise m'aura, je l'espère, quelque obligation de lui avoir épargné de la besogne. Ah, vos traits reprennent leur calme. Votre visage retrouve son assurance. 15 jours. 20 jours, dites-vous, bah, d'ici là, j'aurai l'esprit inventif. Il me viendra quelque idée. J'ai l'esprit infernal, et je trouverai quelques victimes. D'ici à 15 jours, vous dites-vous, je serai hors d'ici. Essayez. Milady, se voyant deviner, s'enfonça les ongles dans la chair pour dompter tout mouvement qui eût pu donner à sa physionomie une signification quelconque que celle de l'angoisse. Lord de Winter continua. « L'officier qui commande seul ici en mon absence, vous l'avez vu, donc vous le connaissez déjà. Il sait, comme vous voyez, observer une consigne, car vous n'êtes pas, je vous connais, venu de Portsmouth, ici sans avoir essayé de le faire parler. Qu'en dites-vous? Une statue de marbre eût-elle été plus impassible et plus muette? Vous avez déjà essayé le pouvoir de vos séductions sur bien des hommes. Et malheureusement, vous avez toujours réussi. Mais essayez sur celui-là. Par Dieu, si vous en venez à bout, je vous déclare le démon lui-même. » Il alla vers la porte et l'ouvrit brusquement.
Qu'on appelle Mr. Felton, dit-il. Attendez encore un instant et je vais vous recommander à lui. Se fit entre ces deux personnages un silence étrange, pendant lequel on entendit le bruit d'un pas lent et régulier qui s'approchait. Bientôt, dans l'ombre du corridor, on vit se dessiner une forme humaine, et le jeune lieutenant avec lequel nous avons déjà fait connaissance s'arrêta sur le seuil, attendant les ordres du baron. « Entrez, mon Sir John !» dit Lord de Winter. « Entrez et fermez la porte. » Le jeune officier entra. « Maintenant, » dit le baron, « regardez cette femme. Elle est jeune, elle est belle, elle a toutes les séductions de la terre. Eh bien, c'est un monstre qui, à 25 ans, s'est rendu coupable d'autant de crimes que vous pouvez en lire en un an dans les archives de nos tribunaux. Sa voix prévient en sa faveur, sa beauté sert d'appât aux victimes, son corps même paye ce qu'elle a promis, c'est une justice à lui rendre. Elle essayera de vous séduire, peut-être même essayera-t-elle de vous tuer. Je vous ai sauvé de la misère, Felton, je vous ai fait nommer lieutenant. Je vous ai sauvé la vie une fois. Vous savez à quelle occasion. Je suis pour vous non seulement un protecteur, mais un ami. Non seulement un bienfaiteur, mais un père. Cette femme est revenue en Angleterre afin de conspirer contre ma vie. Je tiens ce serpent entre mes mains. Eh bien, je vous fais appeler et je vous dis, ami Felton, John, mon enfant, garde-moi. Et surtout, garde-toi de cette femme. Jure sur ton salut de la conserver pour le châtiment qu'elle a mérité. John Felton, je me fie à ta parole. John Felton, je crois à ta loyauté. Milord, dit le jeune officier, en chargeant son regard pur de toute la haine qu'il put trouver dans son cœur. Milord, je vous jure qu'il sera fait comme vous désirez. Milady reçut ce regard en victime résignée. Il était impossible de voir une expression plus soumise et plus douce que celle qui régnait alors sur son beau visage. À peine si Lord de Winter lui-même reconnut la tigresse qu'un instant auparavant il s'apprêtait à combattre. « Elle ne sortira jamais de cette chambre, entendez-vous, John ?» continua le baron. Elle ne correspondra avec personne, elle ne parlera qu'à vous, si toutefois vous voulez bien lui faire l'honneur de lui adresser la parole. Il suffit, milord, j'ai juré. Et maintenant, madame, tâchez de faire la paix avec Dieu, car vous êtes jugée par les hommes. Milady laissa tomber sa tête comme si elle se fût sentie écrasée par ce jugement. Lord de Winter sortit en faisant un geste à Felton, qui sortit derrière lui et ferma la porte. Un instant après, on entendait dans le corridor le pas pesant d'un soldat de marine qui faisait sentinelle, sa hache à la ceinture et son mousquet à la main. Milady demeura pendant quelques minutes dans la même position, car elle songea qu'on l'examinait peut-être par la serrure. Puis lentement, elle releva sa tête, qui avait repris une expression formidable de menace et de défi, courut écouter à la porte, regarda par la fenêtre, et revenant s'enterrer dans un vaste fauteuil, elle songea. Chapitre 51. Officier. Cependant, le cardinal attendait des nouvelles d'Angleterre. Mais aucune nouvelle n'arrivait, si ce n'est fâcheuse et menaçante. Si bien que La Rochelle fut investie, si certain que put paraître le succès, grâce aux précautions prises et surtout à la digue, qui ne laissait plus pénétrer aucune barque dans la ville assiégée, cependant le blocus pouvait durer longtemps encore, et c'était un grand effort pour les armes du roi et une grande gêne pour monsieur le cardinal qui n'avait plus, il est vrai, à brouiller Louis XIII avec Anne d'Autriche, la chose était faite, mais à raccommoder monsieur de Bassompierre qui était brouillé avec le duc d'Angoulême. Quant à monsieur qui avait commencé le siège, il laissait au cardinal le soin de l'achever. La ville, malgré l'incroyable persévérance de son maire, avait tenté une espèce de mutinerie pour se rendre.
Le maire avait fait pendre les émeutiers. Cette exécution calma les plus mauvaises têtes, qui se décidèrent alors à se laisser mourir de faim. Cette mort leur paraissait toujours plus lente et moins sûre que le trépas par strangulation. De leur côté, de temps en temps, les assiégeants prenaient des messagers que les Rochelais envoyaient à Buckingham ou des espions que Buckingham envoyait aux Rochelais. Dans l'un et l'autre cas, le procès était vite fait. Monsieur le cardinal disait ce mot, « pendu ». On invitait le roi à venir voir la pendaison. Le roi venait languissamment, se mettait en bonne place pour voir l'opération dans tous ses détails. Cela le distrayait toujours un peu et lui faisait prendre le siège en patience. Mais cela ne l'empêchait pas de s'ennuyer fort, de parler à tout moment de retourner à Paris. De sorte que si les messagers et les espions eussent fait défaut, son éminence, malgré toute son imagination, se fut trouvé fort embarrassé. Néanmoins, le temps passait. Les Rochelais ne se rendaient pas. Le dernier espion que l'on avait pris était porteur d'une lettre. Cette lettre disait bien à Buckingham que la ville était à toute extrémité. Mais au lieu d'ajouter « Si votre secours n'arrive pas avant 15 jours, nous nous rendrons », elle ajoutait tout simplement « Si votre secours n'arrive pas avant 15 jours, nous serons tous morts de faim quand il arrivera. » Les Rochelais n'avaient donc espoir qu'en Buckingham. Buckingham était leur messie. Il était évident que si un jour ils apprenaient d'une manière certaine qu'il ne fallait plus compter sur Buckingham, avec l'espoir, leur courage tomberait. Il attendait donc avec grande impatience des nouvelles d'Angleterre qui devaient annoncer que Buckingham ne viendrait pas. La question d'emporter la ville de vive force, débattue souvent dans le conseil du roi, avait toujours été écartée. D'abord, La Rochelle semblait imprenable. Puis le cardinal, quoi qu'il eût dit, savait bien que l'horreur du sang répandu en cette rencontre où Français devaient combattre contre Français était un mouvement rétrograde de 60 ans imprimé à la politique. Et le cardinal était à cette époque ce qu'on appelle aujourd'hui un homme de progrès. En effet, le sac de La Rochelle et l'assassinat de 3 ou 4 000 huguenots qui se fussent fait tuer ressemblaient trop, en 1628, au massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Et puis, par-dessus tout cela, ce moyen extrême, auquel le roi bon catholique ne répugnait aucunément, venait toujours échouer contre cet argument des généraux assiégeants. La Rochelle est imprenable autrement que par la famine. Le cardinal ne pouvait écarter de son esprit la crainte où le jetait sa terrible émissaire, car il avait compris, lui aussi, les proportions étranges de cette femme, tantôt serpent, tantôt lion. L'avait-elle trahi? Est-elle morte? Il la connaissait assez, en tout cas, pour savoir qu'en agissant pour lui ou contre lui, ami ou ennemi, elle ne demeurait pas immobile sans de grands empêchements. Mais d'où venaient ces empêchements? C'était ce qu'il ne pouvait savoir. Au reste, il comptait, et avec raison, sur Milady. Il avait deviné dans le passé de cette femme de ces choses terribles que le manteau rouge pouvait seul couvrir, et il sentait que pour une cause ou pour une autre, cette femme lui était acquise, ne pouvant trouver qu'en lui un appui supérieur au danger qui la menaçait. Il résolut donc de faire la guerre tout seul, et de n'attendre tout succès étranger à lui que comme on attend une chance heureuse. Il continua de faire élever la fameuse digue qui devait affamer La Rochelle. En attendant, il jeta les yeux sur cette malheureuse ville qui renfermait tant de misères profondes et tant d'héroïques vertus, et se rappelant le mot de Louis XI, son prédécesseur politique comme lui-même était le prédécesseur de Robespierre, il se rappela cette maxime du compère de Tristan, « diviser pour régner ». Henri IV, assiégeant Paris, faisait jeter par-dessus les murailles du pain et des vivres. Le cardinal fit jeter des petits billets par lesquels il représentait aux Rochelais combien la conduite de leur chef était injuste, égoïste et barbare. Ces chefs avaient du blé en abondance et ne le partageaient pas. Ils adoptaient cette maxime car eux aussi avaient des maximes. Que peu importait
que les femmes, les enfants et les vieillards mourussent, pourvu que les hommes qui devaient défendre leurs murailles restassent forts et bien portants. Jusque-là, soit dévouement, soit impuissance de réagir contre elle, cette maxime, sans être généralement adoptée, était cependant passée de la théorie à la pratique. Mais les billets vinrent y porter atteinte. Les billets rappelaient aux hommes que ces enfants, ces femmes, ces vieillards qu'on laissait mourir étaient leurs fils, leurs épouses et leurs pères, qu'il serait plus juste que chacun fût réduit à la misère commune, afin qu'une même position fît prendre des résolutions unanimes. Ces billets firent tout l'effet qu'en pouvait attendre celui qui les avait écrits, en ce qu'ils déterminèrent un grand nombre d'habitants à ouvrir des négociations particulières avec l'armée royale. Mais au moment où le cardinal voyait déjà fructifier son moyen et s'applaudissait de l'avoir mis en usage, un habitant de La Rochelle, qui avait pu passer à travers les lignes royales, tant était grande la surveillance de Bassompierre, de Schomberg et du duc d'Angoulême, surveillés eux-mêmes par le cardinal, un habitant de La Rochelle, disons-nous, entra dans la ville, venant de Portsmouth, et disant qu'il avait vu une flotte magnifique prête à mettre à la voile avant 8 jours. De plus, Buckingham annonçait au maire qu'enfin la grande ligue contre la France allait se déclarer, et que le royaume allait être envahi à la fois par les armées anglaises, impériales et espagnoles. Cette lettre fut lue publiquement sur toutes les places. On en afficha des copies aux angles des rues, et ceux-là même qui avaient commencé d'ouvrir des négociations les interrompirent, résolus d'attendre ce secours si pompeusement annoncé. Cette circonstance inattendue rendit à Richelieu ses inquiétudes premières, et le força, malgré lui, à tourner de nouveau les yeux de l'autre côté de la mer. Pendant ce temps, exempte des inquiétudes de son seul et véritable chef, l'armée royale menait joyeuse vie. Les vivres ne manquaient pas au camp, ni l'argent non plus. Tous les corps rivalisaient d'audace et de gaieté. Prendre des espions et les pendre, faire des expéditions hasardeuses sur la digue ou sur la mer, imaginer des folies, les exécuter froidement, tel était le passe-temps qui faisait trouver court à l'armée ces jours si longs, non seulement pour les Rochelais rongés par la famine et l'anxiété, mais encore pour le cardinal qui les bloquait si vivement. Quelquefois, quand le cardinal, toujours chevauchant comme le dernier gendarme de l'armée, promenait son regard pensif sur ses ouvrages, si lents au gré de son désir, qu'élevaient sous son ordre les ingénieurs qu'il faisait venir de tous les coins du royaume de France, s'il rencontrait un mousquetaire de la compagnie de Tréville, il s'approchait de lui et le regardait d'une façon singulière, et ne le reconnaissant pas pour un de nos 4 compagnons, il laissait aller ailleurs son regard profond et sa vaste pensée. Un jour où, rongé d'un mortel ennui sans espérance dans les négociations avec la ville, sans nouvelles d'Angleterre, le cardinal était sorti sans autre but que de sortir, accompagné seulement de Cahusac et de la Houdinière, longeant les grèves et mêlant l'immensité de ses rêves à l'immensité de l'océan. Il arriva au petit pas de son cheval sur une colline, du haut de laquelle il aperçut derrière une haie, couché sur le sable et prenant au passage un de ces rayons de soleil si rares à cette époque de l'année, 7 hommes entourés de bouteilles vides. 4 de ces hommes étaient nos mousquetaires, s'apprêtant à écouter la lecture d'une lettre que l'un d'eux venait de recevoir. Cette lettre était si importante qu'elle avait fait abandonner sur un tambour des cartes et des dés. Les 3 autres s'occupaient à décoiffer une énorme dame Jeanne de vin de Collioure. C'étaient les laquais de ces messieurs. Le cardinal, comme nous l'avons dit, était de sombre humeur, et rien, quand il était dans cette situation d'esprit, ne redoublait sa maussaderie comme la gaieté des autres. D'ailleurs, il avait une préoccupation étrange. C'était de croire toujours que c'étaient les causes de sa tristesse à lui qui faisaient la gaieté des autres. Faisant signe à la Houdinière et à Cahusac de s'arrêter, il descendit de cheval et s'approcha de ces rieurs suspects, espérant qu'à l'aide du sable qui assourdissait ses pas et de la haie qui voilait sa marche, il pourrait entendre quelques mots de cette conversation qui lui paraissait si intéressante. À 10 pas de la haie seulement, il reconnut le babil gascon, et comme il savait déjà que ces hommes étaient des mousquetaires,
il ne douta pas que les 3 autres ne fussent ceux qu'on appelait les inséparables, c'est-à-dire Athos, Porthos et Aramis. On juge si son désir d'entendre la conversation s'augmenta de cette découverte. Ses yeux prirent une expression étrange, et d'un pas de chat-tigre, il s'avança vers la haie. Mais il n'avait pu saisir encore que des syllabes vagues, sans aucun sens positif, lorsqu'un cri sonore et bref le fit tressaillir et attira l'attention des mousquetaires. « Officier !» cria Grimaud. « Vous parlez, je crois, drôle !» dit Athos, se soulevant sur un coude et fascinant Grimaud de son regard flamboyant. Aussi, Grimaud n'ajouta-t-il point une parole, se contentant de tendre le doigt indicateur dans la direction de la haie et dénonçant par ce geste le cardinal et son escorte. D'un seul bond, les 4 mousquetaires furent sur pied et saluèrent avec respect. Le cardinal semblait furieux. « Il paraît qu'on se fait garder chez messieurs les mousquetaires, dit-il. Est-ce que l'Anglais vient par terre, ou serait-ce que les mousquetaires se regardent comme des officiers supérieurs ?»« Monseigneur, répondit Athos, car au milieu de l'effroi général, lui seul avait conservé ce calme et ce sang-froid de grand seigneur qui ne le quittait jamais. Monseigneur, les mousquetaires, lorsqu'ils ne sont pas de service ou que leur service est fini, boivent et jouent au dé, et ils sont des officiers très supérieurs pour leurs laquais. »« Des laquais, grommela le cardinal. Des laquais qui ont la consigne d'avertir leur maître quand passe quelqu'un. Ce ne sont point des laquais, ce sont des sentinelles. Son éminence voit bien cependant que si nous n'avions point pris cette précaution, nous étions exposés à la laisser passer sans lui présenter nos respects, et lui offrir nos remerciements pour la grâce qu'elle nous a faite de nous réunir. D'Artagnan, continua Athos, vous qui tout à l'heure demandiez cette occasion d'exprimer votre reconnaissance à Monseigneur, la voici venue, profitez-en. » Ces mots furent prononcés avec ce flegme imperturbable qui distinguait Athos dans les heures du danger, et cette excessive politesse qui faisait de lui dans certains moments un roi plus majestueux que les rois de naissance. D'Artagnan s'approcha et balbutia quelques paroles de remerciement qui bientôt expirèrent sous les regards assombris du cardinal. « N'importe, monsieur, » continua le cardinal sans paraître le moins du monde détourné de son intention première par l'incident qu'Athos avait soulevé. « N'importe, messieurs, je n'aime pas que de simples soldats, parce qu'ils ont l'avantage de servir dans un corps privilégié, fassent ainsi les grands seigneurs, et la discipline est la même pour eux que pour tout le monde. » Athos laissa le cardinal achever parfaitement sa phrase, et s'inclinant en signe d'assentiment, il reprit à son tour. « La discipline, monseigneur, n'a en aucune façon, je l'espère, été oubliée pour nous. Nous ne sommes pas de service, et nous avons cru que n'étant pas de service, nous pouvions disposer de notre temps comme bon nous semblait. Si nous sommes assez heureux pour que son éminence ait quelque ordre particulier à nous donner, nous sommes prêts à lui obéir. Monseigneur voit, continua Athos en fronçant le sourcil, car cette espèce d'interrogatoire commençait à l'impatienter, que pour être prêts à la moindre alerte, nous sommes sortis avec nos armes. Et il montra du doigt au cardinal les 4 mousquets en faisceau près du tambour, sur lequel étaient les cartes et les dés. « Votre éminence veuille croire, ajouta d'Artagnan, que nous eussions été au-devant d'elle si nous eussions pu supposer que c'était elle qui venait vers nous en si petite compagnie. » Le cardinal se mordait les moustaches et un peu les lèvres. « Savez-vous de quoi vous avez l'air? Toujours ensemble, comme vous voilà, armés comme vous êtes, et gardés par vos laquais, dit le cardinal. Vous avez l'air de 4 conspirateurs. »« Oh, quant à ceci, monseigneur, c'est vrai, dit Athos, et nous conspirons, comme votre éminence a pu le voir l'autre matin.
Seulement c'est contre les Rochelais. Eh bien, messieurs les politiques, Reprit le cardinal en fronçant le sourcil à son tour. on trouverait peut-être dans vos cervelles le secret de bien des choses qui sont ignorées, si on pouvait y lire comme vous lisiez dans cette lettre que vous avez cachée quand vous m'avez vu venir. Le rouge monta à la figure d'Athos. Il fit un pas vers son éminence. On dirait que vous nous soupçonnez réellement, monseigneur, et que nous subissons un véritable interrogatoire. S'il en est ainsi, que votre éminence daigne s'expliquer, et nous saurons du moins à quoi nous en tenir. Et quand cela serait un interrogatoire, reprit le cardinal, d'autres que vous en ont subi, monsieur Athos, et y ont répondu. Aussi, monseigneur, ai-je dit à votre éminence qu'elle n'avait qu'à questionner, et que nous étions prêts à répondre? Quelle était cette lettre que vous alliez lire, monsieur Aramis, et que vous avez cachée? Une lettre de femme, monseigneur, Oh, je conçois. dit le cardinal. Il faut être discret pour toutes ces sortes de lettres. Mais cependant, on peut les montrer à un confesseur, et vous le savez, j'ai reçu les ordres. Monseigneur, dit Athos avec un calme d'autant plus terrible qu'il jouait sa tête en faisant cette réponse. La lettre est d'une femme, mais elle n'est signée ni Marion de Lorme, ni Madame d'Aiguillon. Le cardinal devint pâle comme la mort. Un éclair fauve sortit de ses yeux. Il se retourna comme pour donner un ordre à Cahusac et à la Houdinière. Athos vit le mouvement. Il fit un pas vers les mousquetons, sur lesquels les trois amis avaient les yeux fixés en hommes mal disposés à se laisser arrêter. Le cardinal était lui troisième. Les mousquetaires, y compris les laquais, étaient 7. Il jugea que la partie serait d'autant moins égale qu'Athos et ses compagnons conspiraient réellement. Et par un de ces retours rapides qu'il tenait toujours à sa disposition, toute sa colère se fondit dans un sourire. « Allons, allons, dit-il. Vous êtes de braves jeunes gens, fiers au soleil, fidèles dans l'obscurité. Il n'y a pas de mal à veiller sur soi quand on veille si bien sur les autres. Messieurs, je n'ai point oublié la nuit où vous m'avez servi d'escorte pour aller au Colombier Rouge. S'il y avait quelque danger à craindre sur la route que je vais suivre, je vous prierai de m'accompagner. Mais comme il n'y en a pas, restez où vous êtes. Achevez vos bouteilles, votre partie et votre lettre. Adieu, messieurs. » Et remontant sur son cheval, que Cahusac lui avait amené, il les salua de la main et s'éloigna. Les 4 jeunes gens, debout et immobiles, le suivirent des yeux sans dire un seul mot jusqu'à ce qu'il eût disparu. Puis ils se regardèrent. Tous avaient la figure consternée, car malgré l'adieu amical de son éminence, ils comprenaient que le cardinal s'en allait la rage dans le cœur. Athos seul souriait d'un sourire puissant et dédaigneux. Quand le cardinal fut hors de la portée de la voix et de la vue, « Ce Grimaud a guetté bien tard !» s'écria Porthos, qui avait grande envie de faire tomber sa mauvaise humeur sur quelqu'un. Grimaud allait répondre pour s'excuser, Athos leva le doigt, et Grimaud se tut. « Auriez-vous rendu la lettre, Aramis ?» dit d'Artagnan. « Moi » dit Aramis de sa voix la plus flûtée. « J'étais décidé. S'il avait exigé que la lettre lui fût remise, je lui présentais la lettre d'une main, et de l'autre je lui passais mon épée au travers du corps. »« Je m'y attendais bien, » dit Athos. « Voilà pourquoi je me suis jeté entre vous et lui. En vérité, cet homme est bien imprudent de parler ainsi à d'autres hommes. On dirait qu'il n'a jamais eu affaire qu'à des femmes et à des enfants. Mon cher Athos, dit d'Artagnan, je vous admire, mais cependant nous étions dans notre tort, après tout. »« Comment dans notre tort ?» dit Athos. « À qui donc cet air que nous respirons? À qui cet océan sur lequel s'étendent nos regards? À qui ce sable sur lequel nous étions couchés? À qui cette lettre de votre maîtresse? Est-ce au cardinal? Sur mon honneur,
Cet homme se figure que le monde lui appartient. Vous étiez là, balbutiant, stupéfait, anéanti. On eût dit que la Bastille se dressait devant vous et que la gigantesque Méduse vous changeait en pierre. Est-ce que c'est conspiré, voyons, que d'être amoureux? Vous êtes amoureux d'une femme que le cardinal a fait enfermer. Vous voulez la tirer des mains du cardinal, c'est une partie que vous jouez avec son éminence. Cette lettre, c'est votre jeu. Pourquoi montreriez-vous votre jeu à votre adversaire? Cela ne se fait pas. Qu'il le devine à la bonne heure, nous devinions bien le sien, nous. Au fait, dit d'Artagnan, c'est plein de sens ce que vous dites là, Athos. En ce cas, qu'il ne soit plus question de ce qui vient de se passer. Et qu'Aramis reprenne la lettre de sa cousine, où monsieur le cardinal l'a interrompu. Aramis tira la lettre de sa poche, les trois amis se rapprochèrent de lui, et les trois laquais se groupèrent de nouveau auprès de la dame Jeanne. « Vous n'aviez plus qu'une ligne ou deux, dit d'Artagnan. Reprenez donc la lettre à partir du commencement. »« Volontiers, dit Aramis. »« Mon cher cousin, je crois bien que je me déciderai à partir pour Stenay, où ma sœur a fait entrer notre petite servante dans le couvent des Carmélites. Cette pauvre enfant s'est résignée. Elle sait qu'elle ne peut vivre autre part sans que le salut de son âme soit en danger. Cependant, si les affaires de notre famille s'arrangent comme nous le désirons, je crois qu'elle courra le risque de se damner, et qu'elle reviendra près de ceux qu'elle regrette, d'autant plus qu'elle sait qu'on pense toujours à elle. En attendant, elle n'est pas trop malheureuse, tout ce qu'elle désire, c'est une lettre de son prétendu. Je sais bien que ces sortes de denrées passent difficilement par les grilles, mais après tout, comme je vous ai donné des preuves, mon cher cousin, je ne suis pas trop maladroite et je me chargerai de cette commission. Ma sœur vous remercie de votre bon et éternel souvenir. Elle a eu un instant de grande inquiétude. Mais enfin, elle est quelque peu rassurée maintenant, ayant envoyé son commis là-bas, afin qu'il ne se passe rien d'imprévu. Adieu, mon cher cousin. Donnez-nous de vos nouvelles le plus souvent que vous pourrez, c'est-à-dire toutes les fois que vous croirez pouvoir le faire sûrement. Je vous embrasse. Marie Michon. « Oh, que ne vous dois-je pas, Aramis » s'écria d'Artagnan. « Chère Constance, j'ai donc enfin de ces nouvelles. Elle vit, elle est en sécurité. Dans un couvent, elle est à Stenay. Où prenez-vous Stenay, Athos ? Mais à quelques lieues de la frontière d'Alsace, en Lorraine. Une fois le siège levé, nous pourrons aller faire un tour de ce côté. »« Et ce ne sera pas long, il faut l'espérer, » dit Porthos. Car on a ce matin perdu un espion, lequel a déclaré que les Rochelais en étaient au cuir de leurs souliers. En supposant qu'après avoir mangé le cuir, ils mangent la semelle, je ne vois plus trop ce qui leur restera prêt, à moins de se manger les uns les autres. Pauvre sot, dit Athos en vidant un verre de Bordeaux, qui, sans avoir à cette époque la réputation qu'il a aujourd'hui, ne la méritait pas moins. Pauvre sot, comme si la religion catholique n'était pas la plus avantageuse et la plus agréable des religions. C'est égal, reprit-il après avoir fait claquer sa langue contre son palais. Ce sont de braves gens. Mais que diable faites-vous donc, Aramis ? Continua Athos. Vous serrez cette lettre dans votre poche ? Oui, dit d'Artagnan. Athos a raison, il faut la brûler. Encore la brûler. Qui sait si monsieur le cardinal n'a pas un secret pour interroger les cendres. Il doit en avoir un, dit Athos. Et que voulez-vous faire de cette lettre ? Demanda Porthos. Venez ici. Grimaud, dit Athos. Grimaud se leva et obéit. Pour vous punir d'avoir parlé sans permission, mon ami, vous allez manger ce morceau de papier. Puis, pour vous récompenser du service que vous nous aurez rendu, vous boirez ensuite ce verre de vin. Voici la lettre d'abord. Mâchez avec énergie. Grimaud sourit et les yeux fixés sur le verre qu'Athos venait de remplir bord à bord. Il broya le papier et l'avala. « Bravo, maître Grimaud !» dit Athos. « Et maintenant, prenez ceci. Bien, je vous dispense de dire merci. » Grimaud avala silencieusement le verre de vin de Bordeaux, mais ses yeux levés au ciel parlaient, pendant tout le temps que dura cette douce occupation, un langage qui, pour être muet, n'en était pas moins expressif.
Et maintenant, dit Athos, à moins que le cardinal n'ait l'ingénieuse idée de faire ouvrir le ventre à Grimaud, je crois que nous pouvons être à peu près tranquilles. Pendant ce temps, son éminence continuait sa promenade mélancolique en marmonnant entre ses moustaches. « Décidément, il faut que ces 4 hommes soient à moi. » Chapitre 52. Première journée de captivité. Revenons à Milady, qu'un regard jeté sur les côtes de France nous a fait perdre de vue un instant. Nous la retrouverons dans la position désespérée où nous l'avons laissée, se creusant un abîme de sombres réflexions, sombre enfer à la porte duquel elle a presque laissé l'espérance. Car pour la première fois, elle doute. Pour la première fois, elle craint. Dans 2 occasions, sa fortune lui a manqué. Dans 2 occasions, elle s'est vue découverte et trahie. Et dans ces 2 occasions, c'est contre le génie fatal, envoyé sans doute par le Seigneur pour la combattre, qu'elle a échoué. D'Artagnan l'a vaincue, elle, cette invincible puissance du mal. Il a abusé dans son amour, humilié dans son orgueil, trompé dans son ambition, et maintenant voilà qu'il la perd dans sa fortune, qu'il l'atteint dans sa liberté, qu'il la menace même dans sa vie. Bien plus, il a levé un coin de son masque, cette égide dont elle se couvre et qui la rend si forte. D'Artagnan a détourné de Buckingham, qu'elle hait, comme elle hait tout ce qu'elle a aimé, la tempête dont le menaçait Richelieu dans la personne de la reine. D'Artagnan s'est fait passer pour de Wardes, pour lequel elle avait une de ces fantaisies de tigresse indomptables comme en ont les femmes de ce caractère. D'Artagnan connaît ce terrible secret qu'elle a juré que nul ne connaîtrait sans mourir. Enfin, au moment où elle vient d'obtenir un blanc-seing à l'aide duquel elle va se venger de son ennemi, le blanc-seing lui est arraché de ses mains, et c'est D'Artagnan qui la tient prisonnière, et qui va l'envoyer dans quelque immonde Botany Bay, dans quelque Tyburn infâme de l'océan Indien. Car tout cela lui vient de D'Artagnan sans doute. De qui viendrait tant de honte amassée sur sa tête, sinon de lui? Lui seul a pu transmettre à Lord de Winter tous ses affreux secrets, qu'il a découverts les uns après les autres par suite de la fatalité. Il connaît son beau-frère, il lui aura écrit. Que de haine elle distille, là, immobile, et les yeux ardents et fixés dans son appartement désert, comme les éclats de ses rugissements sourds, qui parfois s'échappent avec sa respiration du fond de sa poitrine, accompagnent bien le bruit de la houle qui monte, gronde, mugit et vient se briser, comme un désespoir éternel et puissant, contre les rochers sur lesquels est bâti ce château sombre et orgueilleux. Comme, à la lueur des éclairs que sa colère orageuse fait briller dans son esprit, elle conçoit contre Madame Bonacieux, contre Buckingham et surtout contre D'Artagnan, de magnifiques projets de vengeance perdus dans les lointains de l'avenir. Oui, mais pour se venger, il faut être libre. Et pour être libre, quand on est prisonnier, il faut percer un mur, déceler des barreaux, trouer un plancher. Toutes entreprises que peut mener à bout un homme patient et fort, mais devant lesquelles doivent échouer les irritations fébriles d'une femme. D'ailleurs, pour faire tout cela, il faut avoir le temps, des mois, des années, et elle a 10 ou 12 jours, à ce que lui a dit Lord de Winter, son fraternel et terrible geôlier. Et cependant, si elle était un homme, elle tenterait tout cela. Et peut-être réussirait-elle. Pourquoi donc le ciel s'est-il ainsi trompé en mettant cette âme virile dans ce corps frêle et délicat? Aussi, les premiers moments de la captivité ont été terribles. Quelques convulsions de rage, qu'elle n'a pu surmonter, ont payé sa dette de faiblesse féminine à la nature. Mais peu à peu, elle a surmonté les éclats de sa folle colère. Les frémissements nerveux qui ont agité son corps ont disparu.
et maintenant elle est repliée sur elle-même comme un serpent fatigué qui se repose. « Allons, allons, j'étais folle de m'emporter ainsi, » dit-elle en plongeant dans la glace qui reflète dans ses yeux son regard brûlant par lequel elle semble s'interroger elle-même. « Pas de violence. La violence est une preuve de faiblesse. D'abord, je n'ai jamais réussi par ce moyen. Peut-être si j'usais de ma force contre des femmes, aurais-je chance de les trouver plus faibles encore que moi, et par conséquent de les vaincre. Mais c'est contre des hommes que je lutte, et je ne suis qu'une femme pour eux. Luttons en femmes, ma force est dans ma faiblesse. » Alors, comme pour se rendre compte à elle-même des changements qu'elle pouvait imposer à sa physionomie si expressive et si mobile, elle lui fit prendre à la fois toutes les expressions, depuis celle de la colère, qui crispait ses traits, jusqu'à celle du plus doux, du plus affectueux et du plus séduisant sourire. Puis ses cheveux prirent successivement sous ses mains savantes les ondulations qu'elle crut pouvoir aider au charme de son visage. Enfin, elle murmura, satisfaite d'elle-même. « Allons, rien n'est perdu. Je suis toujours belle. » Il était 8 heures du soir à peu près. Milady aperçut un lit. Elle pensa qu'un repos de quelques heures rafraîchirait non seulement sa tête et ses idées, mais encore son teint. Cependant, avant de se coucher, une idée meilleure lui vint. Elle avait entendu parler de souper. Déjà, elle était depuis 1 heure dans cette chambre. On ne pouvait tarder à lui apporter son repas. La prisonnière ne voulut pas perdre de temps, et elle résolut de faire, dès cette même soirée, quelques tentatives pour sonder le terrain, en étudiant le caractère des gens auxquels sa garde était confiée. Une lumière apparut sous la porte. Cette lumière annonçait le retour de ses geôliers. Milady, qui s'était levée, se rejeta vivement sur son fauteuil, la tête renversée en arrière, ses beaux cheveux dénoués et épars, sa gorge demi-nue sous des dentelles froissées, une main sur son cœur et l'autre pendante. On ouvrit les verrous, la porte grinça sur ses gonds, des pas retentirent dans la chambre et s'approchèrent. « Posez là cette table », dit une voix que la prisonnière reconnut pour celle de Felton. L'ordre fut exécuté. « Vous apporterez des flambeaux et ferez relever la sentinelle, » continua Felton. Et ce double ordre que donna aux mêmes individus le jeune lieutenant prouva à Milady que ses serviteurs étaient les mêmes hommes que ses gardiens, c'est-à-dire des soldats. Les ordres de Felton étaient, au reste, exécutés avec une silencieuse rapidité qui donnait une bonne idée de l'état florissant dans lequel il maintenait la discipline. Enfin, Felton, qui n'avait pas encore regardé Milady, se retourna vers elle. « Ah ah !» dit-il. « Elle dort. C'est bien. À son réveil, elle soupera. » Et il fit quelques pas pour sortir. « Mais mon lieutenant, » dit un soldat moins stoïque que son chef, et qui s'était approché de Milady. « cette femme ne dort pas. »« Comment ? Elle ne dort pas ?» dit Felton. « Que fait-elle donc alors ?»« Elle est évanouie. Son visage est très pâle, et j'ai beau écouter, je n'entends pas sa respiration. »« Vous avez raison, » dit Felton, après avoir regardé Milady de la place où il se trouvait, sans faire un pas vers elle. « Allez vérifier si Lord de Winter peut contrôler si sa prisonnière est évanouie, car je ne sais que faire, le cas n'ayant pas été prévu. » Le soldat sortit pour obéir aux ordres de son officier. Felton s'assit sur un fauteuil qui se trouvait par hasard près de la porte et attendit sans dire une parole, sans faire un geste. Milady possédait ce grand art, tant étudié par les femmes, de voir à travers ses longs cils sans avoir l'air d'ouvrir les paupières. Elle aperçut Felton qui lui tournait le dos. Elle continua de le regarder pendant 10 minutes à peu près, et pendant ces 10 minutes, l'impassible gardien ne se retourna pas une seule fois. Elle songea alors que Lord de Winter allait venir et rendre par sa présence une nouvelle force à son geôlier. Sa première épreuve était perdue. Elle en prit son parti en femme qui compte sur ses ressources. En conséquence, elle leva la tête, ouvrit les yeux et soupira faiblement. À ce soupir, Felton se retourna enfin. « Ah !
Vous voici réveillée, madame, dit-il. Je n'ai donc plus affaire ici. Si vous avez besoin de quelque chose, vous sonnerez. Oh, mon Dieu, que j'ai souffert, murmura Milady avec cette voix harmonieuse qui, pareille à celle des enchanteresses antiques, charmait tous ceux qu'elle voulait perdre. Et elle prit, en se redressant sur son fauteuil, une position plus gracieuse et plus abandonnée encore que celle qu'elle avait lorsqu'elle était couchée. Felton se leva. « Vous serez servie ainsi 3 fois par jour, madame, dit-il, le matin à 9 heures, dans la journée à 1 heure, et le soir à 8 heures. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez indiquer vos heures au lieu de celles que je vous propose, et sur ce point on se conformera à vos désirs. » « Mais je vais donc rester toujours seule dans cette grande et triste chambre ?» demanda Milady. « Une femme des environs a été prévenue qui sera demain au château, et qui viendra toutes les fois que vous désirerez sa présence. »« Je vous rends grâce, monsieur, » répondit humblement la prisonnière. Felton fit un léger salut et se dirigea vers la porte. Au moment où il allait en franchir le seuil, Lord de Winter parut dans le corridor, suivi du soldat qui était allé lui porter la nouvelle de l'évanouissement de Milady. Il tenait à la main un flacon de sel. « Eh bien, qu'est-ce? Et que se passe-t-il donc ici ?» dit-il d'une voix railleuse en voyant sa prisonnière debout et Felton prêt à sortir. « Cette morte est-elle donc déjà ressuscitée? Pardieu, Felton, mon enfant, tu n'as donc pas vu qu'on te jouait le premier acte d'une comédie dont nous aurons sans doute le plaisir de suivre tous les développements? »« Je l'ai bien pensé, milord, » dit Felton. « Mais enfin, comme la prisonnière est femme après tout, j'ai voulu avoir pour elle les égards que tout homme bien né doit à une femme. Sinon pour elle, du moins pour lui-même. » Milady frissonna par tout le corps. Ces paroles de Felton passaient comme une glace par toutes ses veines. « Ainsi !» reprit de Winter en riant, « ces beaux cheveux savamment étalés, cette peau blanche, et ce langoureux regard ne t'ont pas encore séduit, cœur de pierre ?»« Non, milord, » répondit l'impassible jeune homme, « et croyez bien, il faut plus que des manèges et des coquetteries de femmes pour me corrompre. »« En ce cas, mon brave lieutenant, laissons Milady chercher autre chose et allons souper. » Ah, sois tranquille, elle a l'imagination féconde, et le second acte de la comédie ne tardera pas à suivre le premier. À ces mots, Lord de Winter passa son bras sous celui de Felton et l'emmena en riant. « Oh, je trouverai bien ce qu'il te faut, » murmura Milady entre ses dents. « Sois tranquille, pauvre moine manqué. Pauvre soldat converti qui t'est taillé ton uniforme dans un froc. »« À propos, » reprit de Winter en s'arrêtant sur le seuil de la porte, « il ne faut pas, Milady, que cet échec vous ôte l'appétit. Tâtez de ce poulet et de ces poissons, que je n'ai pas fait empoisonner, sur l'honneur. Je m'accommode assez de mon cuisinier, et comme il ne doit pas hériter de moi, j'ai en lui pleine et entière confiance. Faites comme moi. Adieu, chère sœur, à votre prochain évanouissement. » C'était tout ce que pouvait supporter Milady. Ses mains se crispèrent sur son fauteuil, ses dents grincèrent sourdement, ses yeux suivirent le mouvement de la porte qui se fermait derrière Lord de Winter et Felton. Et lorsqu'elle se vit seule, une nouvelle crise de désespoir la prit. Elle jeta les yeux sur la table, vit briller un couteau, s'élança et le saisit. Mais son désappointement fut cruel. La lame en était ronde et d'argent flexible. Un éclat de rire retentit derrière la porte mal fermée, et la porte se rouvrit. « s'écria Lord de Winter. « Vois-tu bien, mon brave Felton? Vois-tu ce que je t'ai dit? Ce couteau, c'était pour toi. Mon enfant, elle t'aurait tué. Vois-tu, c'est un de ces travers de se débarrasser ainsi d'une façon ou de l'autre des gens qui la gênent. Si je t'eusse écouté, le couteau eût été pointu et d'acier. Alors, plus de Felton
Elle t'aurait égorgé, et après toi tout le monde. Vois donc, John, comme elle sait bien tenir son couteau. » En effet, Milady tenait encore l'arme offensive dans sa main crispée. Mais ces derniers mots, cette suprême insulte, détendirent ses mains, ses forces et jusqu'à sa volonté. Le couteau tomba par terre. « Vous avez raison, milord, » dit Felton avec un accent de profond dégoût qui retentit jusqu'au fond du cœur de Milady. « Vous avez raison, mais c'est moi qui avais tort. » Et tous deux sortirent de nouveau. Mais cette fois, Milady prêta une oreille plus attentive que la première fois, et elle entendit leurs pas s'éloigner et s'éteindre dans le profond couloir. « Je suis perdue, » murmura-t-elle. « Me voilà au pouvoir de gens sur lesquels je n'aurai plus de prise que sur des statues de bronze ou de granit. Ils me savent par cœur et sont cuirassés contre toutes mes armes. » Il est cependant impossible que cela finisse comme ils l'ont décidé. En effet, comme l'indiquait cette dernière réflexion, ce retour instinctif à l'espérance dans cette âme profonde, la crainte et les sentiments faibles ne surnageaient pas longtemps. Milady se mit à table, mangea de plusieurs mets, but un peu de vin d'Espagne et sentit revenir toute sa résolution. Avant de se coucher, elle avait déjà commenté, analysé, retourné sous toutes leurs faces, examiné sous tous les points les paroles, les pas, les gestes, les signes, et jusqu'au silence de ses interlocuteurs. Et de cette étude profonde, habile et savante, il était résulté que Felton était à tout prendre le plus vulnérable de ses deux persécuteurs. Un mot surtout revenait à son esprit. « Si je t'eusse écouté », avait dit Lord de Winter à Felton. Donc Felton avait parlé en sa faveur, puisque Lord de Winter n'avait pas voulu écouter Felton. « Faible ou forte ?» répétait Milady. « Cet homme a donc une lueur de pitié dans son âme. De cette lueur je ferai un incendie qui le dévorera. Quant à l'autre, il me connaît, il me craint, et sait ce qu'il a à attendre de moi si jamais je m'échappe de ses mains. Il est donc inutile de rien tenter sur lui. Mais Felton, c'est autre chose. C'est un jeune homme naïf, pur et qui semble vertueux. Celui-là, il y a moyen de le perdre. » Et Milady se coucha et s'endormit, le sourire sur les lèvres. Quelqu'un qui l'eût vue dormant eût dit une jeune fille rêvant à la couronne de fleurs qu'elle devait mettre sur son front à la prochaine fête.